à toutes, bonjour à tous. Notre deuxième podcast sur l'information liée autour des sujets d'amiante et je reçois Salim, un particulier bien curieux qui a envie d'avoir des réponses à ses questions. Et merci Salim. Merci Karine. J'ai oublié de préciser que nous sommes reçus dans les locaux de Léo, donc un endroit qui me tient à cœur, qui est à Mareuil-les-Maux et qui accueille plusieurs entreprises. Voilà, c'est un hôtel d'entreprise 4 étoiles. Donc voilà, donc merci d'être venu jusqu'ici pour poser toutes vos questions. Avec plaisir. Déjà, le premier épisode est vraiment top. Donc, encore une fois, j'ai plein de questions et au moins, on a la certitude d'être accueilli chez Léo où il n'y a pas d'amiante. Donc C'est là, ça, c'est il n'y a déjà pas pas mal. d'amiante. Alors, la dernière question que je vous avais posée et qui je pense est très très importante, c'est que quand on est confronté à l'amiante, dans le cadre d'un achat, enfin peu importe d'une location, finalement, quels sont les réflexes que l'on doit avoir et vers qui se tourner? Alors, vaste sujet. Lorsque vous vous positionnez sur un appartement, une maison ou un immeuble, vous allez devoir, dans tous les cas, si l'appartement ou l'immeuble, le bien immobilier, date, d'avant 1996 en termes de construction, vous allez devoir faire un diagnostic. Ce diagnostic, amiante est fait par un professionnel dans son domaine. C'est quelqu'un qui est certifié, qui a donc eu des formations, qui a une certification, que vous pouvez lui demander d'ailleurs et qui a une assurance également. Donc ce diagnostic, il va être de plusieurs façons. Le premier diagnostic que vous pourriez faire et qu'on vous proposera sûrement dans le cadre d'une vente, c'est ce qu'on appelle un diagnostic avant-vente. Donc ce diagnostic avant-vente, il est fait pour repérer visuellement toutes les parties qui pourraient être amiantées. La question du diagnostic avant-vente, c'est que ce diagnostic n'est pas valable pour faire des travaux. Si derrière vous devez enlever l'amiante, ce diagnostic n'est pas valable. Mais il permet d'avoir un aperçu visuellement du bâtiment. Je vous explique un peu là où est l'astuce. C'est qu'en fait, si vous avez des dalles avec de la colle amiantée, vous mettez un parquet flottant par-dessus, comme vous ne cherchez que du visuel, alors vous rentrez dans la pièce, vous voyez du parquet et donc il n'y a pas d'amiante. Ça, c'est le diagnostic avant-vente. Ensuite, vous avez la possibilité de demander un diagnostic avant travaux. Donc ça veut dire que vous achetez une maison avec 5 pièces et vous savez que dans une des pièces, vous allez faire des travaux. Donc là, en fait, dans cette pièce-là, vous allez pouvoir demander au diagnostiqueur d'aller faire des prélèvements, d'aller regarder ce qu'il y a sous le parquet, puisque je reprends l'exemple du parquet. D'accord. Il va aller voir aussi ce qu'il y a sous l'évier, si derrière l'évier, il n'y a pas, par exemple, une plaque d'amiante qui est cachée derrière le mur. Il va aller regarder de façon beaucoup plus intrusive ce qu'il y a dans la pièce. Alors ce diagnostic avant travaux est valable pour faire des travaux après, c'est-à-dire pour enlever l'amiante, mais dans la pièce qui a été observée. Ensuite, vous avez le diagnostic avant démolition. Et là, celui-ci, il porte bien son nom. C'est-à-dire que dans un diagnostic avant démolition, on va devoir aller regarder, le diagnostiqueur va faire un diagnostic sur l'ensemble du bâtiment et il va faire des prélèvements destructifs, notamment par exemple sur des colonnes centrales qui sont fermées souvent dans des coffrages. Donc il va casser un peu le coffrage ou l'ouvrir, il va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça va crescendo, on cherche toujours un petit peu plus loin. La question du diag avant démolition, ça paraît être une bonne idée pour être sûr, parce que là, vous êtes sûr à 100%. Le problème, c'est qu'en faisant le diagnostic avant démolition, il a peut-être fait des petites destructions à droite à gauche et qui vous plairont peut-être pas. Donc, la question, c'est de savoir, quand vous achetez, quel est votre niveau de fiabilité dont vous avez besoin. Donc, si vous voulez être fiable absolument, vous demandez un diag avant démol, mais avec tous les risques qui sont associés. Voilà. D'accord. Mais vous pouvez aussi demander un diag avant travaux en disant, voilà, moi j'envisage de changer le parquet dans toute la maison. Voilà. Dans le diag avant vente, il va quand même faire des prélèvements, le diagnostiqueur. Par exemple, D'accord. il peut faire un prélèvement de la toiture. Si vous avez par exemple des toitures en ardoise, certaines sont en vraie ardoise, d'autres sont en imitation et elles sont en fibrociment. Donc il peut prendre un petit morceau de l'ardoise et la faire analyser. Donc chaque fois qu'un diagnostiqueur vous proposera de faire des prélèvements, ça va augmenter le prix de votre diagnostic. Parce que vous avez un prix. Alors, moi, je ne suis pas diagnostiqueur et je ne fais pas la promo des diagnostiqueurs, mais je préfère vous expliquer un peu les Bien sûr, conséquences bien sûr. financières aussi. C'est que vous allez avoir un diagnostiqueur qui vient, donc vous payez son déplacement, plus le compte-rendu qu'il va devoir faire. Et chaque fois qu'il fait un prélèvement, vous allez à chaque fois augmenter le coût de ce diagnostic. Ouais, tout à fait. Sachez Ok. qu'il vaut mieux parfois dépenser 2, 3 prélèvements utiles et éviter de se retrouver avec une mauvaise surprise parce que le prélèvement n'aura pas été fait. Justement, je me permets de rebondir sur deux choses. La première, c'est est-ce que c'est obligatoire de faire un diagnostic? Oui ou non? Et vous avez parlé de validité. Vous avez dit
c'est valable pour faire des travaux ou ça l'est pas? Finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ces 2 choses-là? Alors, le diagnostic avant-vente est obligatoire, pour toutes les ventes, toutes les acquisitions, mais également il y a un diagnostic amiante qui doit se faire aussi, avant location. Quand vous mettez en D'accord. location, vous devez aussi justifier, tout comme vous justifiez l'électricité et cetera, le niveau, d'énergie. Donc vous avez l'obligation de le produire aussi aux gens pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils se retrouvent. Mais c'est toujours un diagnostic avant-vente avec donc la nuance que je vous ai expliquée tout à l'heure. D'accord. La deuxième question, c'était quoi? Je l'ai oublié. La validité. Vous La avez parlé de validité. validité, Alors pour des travaux ou pas? globalement, les diagnostics sont valables, quand même un certain temps, au moins 2, 3 ans ou en tout cas jusqu'à ce qu'on fasse des travaux. Si on vous présente une maison avec un diagnostic qui date d'il y a 5 à 6 ou 7 ans, alors dans ce cas, il va falloir en demander un autre parce que d'abord, les zones de recherche, se sont élargies au fil du temps. C'est-à-dire qu'avant, on ne cherchait alors je vais vous donner un exemple, concret puisque là, c'est des choses, sur lesquelles vous pourriez être confrontés. On a ce qu'on appelle la liste A, la liste B et les autres. Dans la liste A, c'est ce qu'on a commencé à chercher dès les années 95, quand on a arrêté l'amiante. Dès le départ, on a dit qu'il faut faire des diagnostics de tous les endroits publics, pas privés, mais tous les endroits publics. Et cette liste A, elle comprenait 3 matériaux qui sont du coup les plus dangereux parmi tous les matériaux amiantés. Le premier, c'est le flocage. Donc, on en a parlé dans la première partie du podcast. On les trouvait dans les parkings souterrains. On les trouve aussi là où il y a des chaudières. Le flocage, c'est quelque chose qui, en fait, quand vous passez avec l'antenne de la voiture, ça fait une petite tranchée. Ça veut dire que vous libérez des fibres d'amiante au fur et à mesure. Donc là, c'est la plus dangereuse parce qu'en fait, c'est le produit, le flocage, c'est celui qui contient le plus d'amiante. Mais D'accord. surtout, elle n'est pas liée. Contrairement aux fibres au ciment où elle est prise au piège dans le ciment, quand elle est dans le flocage, elle n'est pas liée. Donc du coup, l'amiante se volatilise partout. On cherchait également les calorifugages à l'époque parce que, alors, l'idée, les études scientifiques ont prouvé il y avait moins d'amiante que ce qu'on pensait dedans, mais ça reste quand même extrêmement dangereux, justement parce que ça se délite très rapidement. Et le troisième produit qu'on cherchait, c'était les faux plafonds en fibre. Donc pareil, c'est des espèces de faux plafonds un peu comme une toile de jute. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est pas des faux plafonds comme on a aujourd'hui dans les bureaux, hein, c'est pas du tout la même chose. D'accord. C'est vraiment particulier. On en a quasiment plus de ces faux plafonds-là. Moi, je crois que ça doit faire 10 ans que j'en ai pas vu dans mes chantiers avec Europe Amiante. J'en ai pas vu depuis 10 ans. Du flocage, on en voit encore un peu, mais les premières grandes surfaces de flocage ont été traitées vraiment les 10 premières années. Il y a eu un gros focus qui a été fait là-dessus. Et donc, tous les autres que vous allez trouver, la colle à carrelage, etc., les fibrociments, etc., ça, c'est dans la deuxième liste. Ça n'enlève pas la dangerosité, Bien sûr. mais en tout cas, voilà, c'est pour vous donner un peu l'ordre dans lequel on va les trouver. C'est, aussi peut-être, vous allez nous le dire, mais, finalement la quantité, parce que finalement entre un faux plafond et dans des joints, on n'a pas les mêmes quantités, d'amiante, donc peut-être qu'ils sont classés aussi, comme ça ou pas Alors en du tout? fait, non, personne s'est D'accord, OK. amusé. Personne s'est amusé à aller voir combien il y avait de pourcentage d'amiante dans l'un et dans l'autre. On a plutôt cherché ceux qui étaient libres et ceux qui étaient piégés. Donc à D'accord, l'époque, au OK. début, moi, quand j'ai eu ma première certification, on cherchait plutôt ce qui était lié et ce qui était libre. Et on considérait que ce qui était libre était très dangereux et ce qui était lié l'était un peu moins. Aujourd'hui, on se rend compte, quand vous prenez une plaque de fibrociment qui est donc liée, puisque c'est mélangé du ciment, aujourd'hui, quand vous prenez une plaque de fibrociment et que vous la coupez, vous libérez, quand vous faites ça, plusieurs milliers de fibres d'amiante, en fait. Donc, D'accord. c'est pas parce qu'elle était liée que quand vous la cassez, elle va devenir inoffensive. C'est pas le cas. Pour vous donner une petite idée par rapport au nombre que je viens de vous annoncer, plusieurs fibres, en fait, on mesure l'amiante, quand on le mesure dans l'air, on le mesure en fibres au litre. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est en fibres au litre. OK. On considère que dans la rue, dans la nature, il y a de l'amiante de façon naturelle et surtout, il y en a plein les toitures, etc. Donc, elles se délitent un petit peu. On considère qu'on va en trouver à peu près 3 à 5 fibres au litre quand on se balade un peu partout. Dès la première fibre, vous pouvez attraper un cancer. Donc, il n'y a pas besoin d'être touché de l'amiante pour en avoir. On considère ça. C'est une donnée qui a été prévue comme ça, enfin, qui a été D'accord. acceptée. Euh, donc, quand vous allez casser votre tuile en fibrociment, vous allez libérer plusieurs milliers de fibres au litre, en fait, juste en coupant ça, voyez. Donc, en fait, il y a une vraie incidence, non pas sur le produit tant qu'on n'y touche pas, mais il y a une incidence sur le produit quand on y touche. Donc, le flocage, lui, il libère des fibres tout seul. Donc, vous n'avez pas besoin de l'aider, ça se fait tout seul. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Par contre, tous les autres produits, dès que vous avez commencé à frotter, gratter, casser, à chaque fois, vous libérez plusieurs milliers de fibres. Donc,
les tuiles fibrociment, ça paraît un peu évident ce que je viens de vous expliquer. Les tuyaux qui descendent, les tuyaux de gouttière, si vous vous dites: «Tiens, je vais faire un petit trou pour pouvoir récupérer l'eau», bah, vous venez de faire un trou, vous avez à nouveau libéré plusieurs milliers de fibres. Si vous êtes, sur du carrelage, vous vous dites: «Bah, tiens, je vais l'enlever pour pouvoir en remettre d'autres», bah, au fur et à mesure que vous cassez votre carrelage, la colle qui est en dessous, vous allez en libérer partout et cetera et cetera. Donc D'accord, c'est souvent l'action qu'on va mener sur le produit amianté qui va libérer des milliers de fibrolites et d'accord. c'est pour ça qu'il y a besoin, ce qu'on appelle de désamianteur, ce qui est mon métier, parce qu'en fait, nous, on va gérer, tout l'environnement qui est autour de, la dépose des matériaux, amiantés. Eh ben, Voilà. c'est justement, la question que j'allais, vous poser. On a parlé, de à quel moment finalement faire ces diagnostics. On a compris, dans quel type de contexte, mais vers qui je dois me tourner pour pouvoir les réaliser et surtout après, bah, quel est le processus que l'on va démarrer pour, pouvoir désamianter? Donc vers qui je peux, me tourner pour désamianter mon logement? Alors, avant de partir dans le désamiantage, et je comprends que vous ayez envie de désamianter au vu de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obligation pour les particuliers. En fait, libre à vous de vivre dans l'amiante si vous voulez, du moment que vous contaminez pas d'autres gens, tout va bien. Enfin, Enfin, tout va bien, on est d'accord que c'est un peu on s'est ironique. compris. On s'est compris, c'est un peu ironique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans certains lieux publics dans lesquels vous êtes amené à circuler, que ce soit les écoles, les hôpitaux, etc., des diagnostics ont été faits, ce qu'on appelle d'une façon générale tous les lieux communs. Si vous habitez par exemple dans un immeuble, dans votre appartement, si vous êtes dans votre appartement depuis 30 ans, vous n'avez pas fait de diagnostic puisque vous l'avez ni loué, ni acheté, ni rien du tout. Par contre, dans les locaux communs, la copropriété doit avoir fait un diagnostic des locaux communs. Ça, c'est important de savoir ce qu'il y a dans vos locaux. C'est-à-dire, chez vous, il n'y en a pas, mais peut-être que dans le couloir des locaux communs, vous avez peut-être de l'amiante qui est au-dessus de vos têtes. D'accord. Donc, il faut savoir que ce diagnostic existe. Il a été obligatoire et ça, les institutions, enfin, tout le monde l'a plutôt respecté. Donc, quand vous êtes dans un logement et que vous y êtes depuis longtemps, que vous venez d'arriver, vous pouvez demander à la copropriété, vous pouvez leur demander le diagnostic et du coup voir de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi le faire avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont en crèche, qui sont à l'école, qui sont au collège, au lycée, etc., en fait, les établissements publics ont tous fait des diagnostics. Alors peut-être qu'ils sont un peu anciens, parce que quand la réglementation a été mise en place, on a exigé, le gouvernement a exigé de l'ensemble des institutions qui recevaient du public de faire des diagnostics. Donc vous pouvez demander si vous êtes inquiet, et moi je l'ai été à une période, par exemple, pour ma fille dans un lycée qui est à côté de là où je suis. Et je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir ce diagnostic. Vous pouvez le demander. Après, il y a des choses un peu plus... euh, il y a des procédures juridiques pour obtenir les documents. J'espère que vous n'en arriverez pas à ça. Oui. Mais en tout cas, sachez que les diagnostics sont disponibles. Voilà. D'accord, on peut les consulter, Vous donc les pouvez les demander, consulter. Voilà. Vous pouvez les d'accord. consulter et les demander à peu près partout où vous allez. Lorsque les diagnostics ont été faits, il y a parfois des situations à risque qui ont été repérées, qui sont par exemple du matériau dégradé, ce qu'on appelle du matériau dégradé. Par exemple, vous arrivez dans une salle et il y a des plaques sur le mur, parce qu'on mettait beaucoup de plaques derrière le chauffage. Toujours, vous savez, l'idée de ne pas prendre feu. Oui, bien sûr. Donc là où il y avait des poêles, des cheminées et tout, souvent quand on a fait la rénovation, on a enlevé les poêles et on a oublié d'enlever les plaques qui étaient derrière. Et ça, c'est des plaques de fibrociment. Donc, si vous arrivez dans une salle qui est vraiment en très mauvais état et que le diagnostiqueur est venu là, il a dû noter que c'était dégradé. Il l'a aussi pour les calorifuges, parce que les calorifuges, quand ils sont très vieux, ça commence un peu à partir en lambeaux, et donc il l'a mis dégradé. Quand le diagnostiqueur a rendu son diagnostic avec des matériaux dégradés, il a donné une notice au propriétaire, donc au maître d'ouvrage, et il lui a expliqué que tous les 3 ans, il devait mettre des pompes qui vont respirer l'air. En fait, les pompes, c'est un peu comme le trépied d'un appareil photo, sauf qu'au-dessus, on va mettre une petite cartouche grande comme ça, OK. avec à l'intérieur, il y a un filtre. Et donc, c'est raccroché à une petite boîte qui respire, en fait, qui fait C'est récupérer de l'air. un peu comme les purificateurs d'air? C'est un peu Sauf que c'est les dans l'autre sens, ça ouais, aspire OK. l'air, en fait. Ça respire à votre place. Donc, ça se met à peu près à 1,80 m et ça respire de l'air avec un ventilateur pour faire bouger tout ça. Donc, en fait, il y a une obligation d'aller vérifier tous les 3 ans, dans ces endroits où il a été déclaré qu'il y avait de l'amiante dégradée. Tous les 3 ans, le maître d'ouvrage a l'obligation de vérifier que ça ne s'est pas dégradé plus et qu'il n'y a pas de risque pour la population. Si toutefois ces mesures d'air, c'est des mesures d'air, on met des pompes, c'est des mesures d'air. Alors pour info, les mesures d'air, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les mesures d'air, c'est placé aussi par des professionnels qui sont certifiés. Voilà, D'accord. toute la filière est certifiée en fait. Et donc, si ces mesures d'air amènent une alerte, alors au-dessus d'un certain seuil, le diagnostiqueur qui l'a mis en place et le laboratoire qui l'a mis en place a l'obligation de prévenir la préfecture.
Donc on est quand D'accord. même dans un domaine qui est assez sérieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, le maître d'ouvrage ne peut pas s'aventurer à laisser de l'amiante dégradée en disant bah, c'est pas grave, on me l'a signalé, je ferme la porte à clé, fin de l'histoire. Non, il y a vraiment une réglementation qui a été mise en place, mais je répète, elle n'est pas faite pour les particuliers. C'est-à-dire, elle n'est pas faite pour votre domaine privé. Elle est faite pour les locaux communs de votre appartement, mais elle n'est pas faite pour votre maison. Donc, du coup, votre maison, c'est à vous de prendre c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Mais donc, il faut quand même s'approprier un peu le diagnostic, notamment dans les locaux communs, dans les caves, dans les parkings. Il faut quand même aller voir ce qui se passe. Et s'il y a du dégradé, est-ce que quelqu'un fait vraiment les mesures tous les 3 ans pour s'assurer que ça ne se dégrade pas plus? Et une fois, alors je vais aller jusqu'au bout de ça, parce que c'est un peu long, mais je vous explique quand même de façon détaillée. Si toutefois il y a une alerte qui est donnée, là, cette fois, le maître d'ouvrage a l'obligation d'enclencher des travaux. D'accord. Voilà, donc il y a un moment où il y a une obligation d'enclencher les travaux, mais toujours sur les locaux communs et sur les institutions, et cetera. Toujours pas dans le privé. Donc en tant que particulier, vous êtes un peu protégé de tout ça, c'est-à-dire on ne vous oblige pas à dépenser plein d'argent pour faire le Mais c'est à diagnostic, nos pour faire les risques et travaux, mais périls. c'est à vos risques et périls, c'est-à-dire vous assumez vous-même les choix que vous faites. Voilà en tout cas. C'est Ok. important que je vous précise ça parce que là c'est vraiment dans le cadre du diagnostic et dans le cadre de qu'est-ce que je dois faire, vers où je me tourne, qu'est-ce que je fais. Vous recevez un diagnostic de chez vous, vous voyez qu'il y a de l'amiante dégradée, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous n'avez pas d'obligation de mettre les pompes, de mesurer l'air, vous n'avez pas l'obligation de faire les travaux, mais du coup, qu'est-ce que vous en faites de ça, voyez? Ouais, tout à Donc, fait. c'est toujours, voilà, il faut faire attention à ce qui est écrit. Alors, je sais que c'est beaucoup des termes techniques et c'est toujours un peu compliqué à lire. Alors, sur un diagnostic, je vous explique l'astuce. Dessus, il y a marqué conclusion. Vous pouvez aller là directement, vous aurez normalement tout ce qu'il faut. C'est comme les analyses chez le médecin, C'est ça, vous conclusion regardez les directement. conclusions. Il faut savoir que le diagnostic a quelques mentions qui sont obligatoires, donc que vous retrouvez dans tous les diagnostics. Il y a notamment le titre avec ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un avant-vente, un avant-travaux ou un avant-démol? Donc ça, c'est important de le voir. Ensuite, vous avez les conclusions et vous avez un plan qui vous dit où ont été faits les prélèvements et où est l'amiante. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Après, nous, en tant que professionnels, on ira chercher d'autres informations. Mais en tant que particulier, je vous conseille vraiment de regarder ça. Ça vous donne déjà une première idée de là où il y a de l'amiante, en tout cas. Voilà. D'accord. Donc, si je résume bien et que j'ai à peu près tout compris, déjà, la première des choses, c'est que vous nous conseillez, avant de mettre en place des travaux, de faire des diagnostics. C'est Parce ça. que, parce que finalement, on n'est pas à l'abri d'en trouver, et surtout si on a des logements qui correspondent aux typologies qu'on avait citées précédemment. Et la deuxième des choses, j'établis mon diagnostic. Et derrière, je mets en place, en tout cas, c'est le conseil que vous nous donnez, les travaux nécessaires pour, si en tout cas j'ai le diagnostic amiante qui est confirmé. C'est Donc, ça. la question maintenant qui me vient en tête, c'est bah, comment ça se passe, un désamiantage, et effectivement, bah, qui je peux contacter, même si je pense qu'on aura l'occasion de parler aussi de vous avec un peu plus de détails. Oui, alors vers qui se tourner? Juste une petite précision, si vous faites des travaux chez vous, que vous les faites vous-même, vous êtes en règle avec vous-même. Par contre, si vous faites des travaux chez vous et que vous faites venir un entrepreneur, externe, par exemple un plombier ou un électricien, vous avez l'obligation de lui fournir votre diagnostic. C'est une obligation parce que D'accord. si vous avez envie de vous polluer, c'est votre problème, mais vous n'avez pas le droit de polluer les gens. Donc, voilà, c'est une précision importante. Vers qui vous tournez? Bah, vers des gens comme moi, c'est-à-dire des désamianteurs, des gens qui vont pouvoir vous accompagner et vous conseiller, tout au long du processus, pour, vous débarrasser, de l'amiante ou alors le recouvrer. On peut aussi recouvrir l'amiante, dans certaines conditions, on peut le faire et je vous propose d'en parler lors de notre, 3e podcast, puisqu'en fait, on est parti pour faire une petite série ensemble et donc on va pouvoir aborder justement les différentes, étapes, pour pouvoir, se débarrasser de ce vilain monstre qu'est l'amiante, chez les particuliers ou ailleurs, mais plutôt chez les particuliers pour vous aider en fait à y voir clair. Ah Voilà. bah super. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été, avec nous. Merci de nous avoir suivis pour ce 2e épisode et puis, bah, rendez-vous pour le 3e. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.